Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Un samedi pas comme les autres pour les Fama de Missabougou à Nara en passant par Sévaré. Que d'événements tragiques subis par les Fama. Pour en parler, nos invités, ils sont 4. Le premier, Monsieur Hassan Sey, il est juriste. Monsieur Sey, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Deuxième invité, Cheikh Oumar Soumano, il est coordinateur du Baromètre, également président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être là. Merci Barou, bonsoir à nos téléspectateurs et je souhaite une bonne fête à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Troisième invité, monsieur Abdallah Yatara, il est conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako, également membre du parti Yelema. Monsieur Yatara, merci d'être là. Merci bien, c'est le plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et je profite de l'occasion pour me joindre aux salutations de monsieur Soumano et je souhaite bonne fête à tous les Maliens. Quatrième invité, monsieur Abdoul Niang, il est journaliste et chroniqueur également. Monsieur Niang, merci d'être là. Merci à vous également pour l'occasion. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Comme annoncé, une journée de samedi difficile pour les forces armées maliennes. Très tôt, donc ce matin, les populations de Sévaré dans la région de Mopti se sont réveillées avec une forte détonation de bombes. Selon certaines sources, on dénombre au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés, dont des civils, si vous voulez, tous des civils. Au même moment, dans la région de Nara, vers la zone de Mourdia, une patrouille de ravitaillement de l'armée a été également victime d'une attaque terroriste. Pas de bilan officiel pour le moment, à l'instant où on vous parle. Monsieur Soumano, comment déjà vous qualifiez cette journée de samedi sur le plan sécuritaire au Mali? Merci Barou pour la question. Déjà, on va commencer par présenter nos condoléances aux familles des victimes et surtout qu'on sort d'un mois de Ramadan où il y a eu beaucoup de prières, donc on prie pour la nation. C'est très triste, ça fait mal. Et en tant que citoyens, nous ne pourrons que véritablement soutenir les femmes, leur apporter notre soutien, qui sera indéfectible comme je dirais. Et aussi, pour le moment, comme on n'a pas encore toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles c'est intervenu, mais je pense que le plus important, c'est de dire que les Maliens doivent rester soudés et soutenir leurs femmes. Ok. Votre première réaction à ces événements simultanés subis ce matin par nos femmes? Merci Barou. Permettez-moi quand même de souhaiter Eid Moubarak à toute la communauté musulmane. Que cette année soit une année de paix, de prospérité, de bonheur pour tous les Maliens. Que Dieu ait pitié de l'âme de tous nos défunts, que ce soit ceux qui sont morts pour le Mali, mais pas seulement. Que ces victimes aujourd'hui dont nous allons parler, dont nous parlons déjà, puissent également reposer en paix à la sortie de ce mois béni de Ramadan. Bon, je pense que ça fait quelques jours déjà qu'on a un certain nombre de remous un peu partout. Quand je dis un peu partout, en tout cas dans les zones à risque. On sait qu'il y a eu le chef de cabinet du président de la transition. On va en parler. On va en parler, oui. Une de ces délégations, sans rentrer dans les détails, qui ont aussi perdu l'âme. On sait qu'à Sévaré, effectivement, ce matin, vers 5h30, d'après les informations qu'on a eues, il y a eu près d'une centaine de blessés. Pour l'instant, on compte une vingtaine de morts et le bilan continue à s'accroître. Sachant que dans la zone, on a une armée régulière, on a les forces de la MINUSMA qui sont présentes et on a d'autres partenaires, y compris les partenaires russes qui sont également présents. Donc on parle d'engins explosifs improvisés. Oui. Dans ce cas-là, comme dans le cas de ce qui s'est passé entre Guiré et Nara. Maintenant, dans les deux cas, c'est revendiqué. En tout cas, dans un cas, ça l'a été clairement par la Katiba Massina, qui est un démembrement du GSIM. Donc, est-ce que ces choses qui se passent à ce moment précis, il faut rappeler qu'en juin, normalement, on a peut-être un renouvellement du mandat de la MINUSMA qui doit se faire. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je ne pense pas forcément, mais on est obligé de le noter également. Peut-être qu'au fur des débats, on va y revenir. Okay. Mais c'est un vendredi et un samedi noir, parce que moi, je compte même le vendredi.
Et il y a également à Missabougou un hélicoptère qui s'est aussi écrasé, qui apparemment a fait des morts, en tout cas par rapport aux personnes qui étaient dans l'hélico. D'accord. Maintenant, on espère qu'il n'y a pas de morts à déplorer dans les entourages et au niveau des populations civiles. Abdoul Niang, de Nara à Missabougou en passant par Sévaré, est-ce qu'on peut finalement parler d'actions simultanées et coordonnées finalement contre les FAMA? Oui, pour le cas de Nara et Sévaré, il faut noter des actions désespérées de la part des groupes terroristes qui sont considérablement affaiblis depuis la posture offensive adoptée par les FAMA depuis janvier 2022. Et donc, on change de mode opératoire pour donner beaucoup plus d'engagement dans les actions kamikazes. Parce que même l'utilisation des engins explosifs improvisés ne font pas beaucoup de victimes. Les FAMA semblent obtenir la parade pour prévenir ça. Maintenant, il faut aller vers des actions kamikazes. Et c'est ce qu'ils ont tenté. Cela aussi a été un échec cuisant à Sévaré. Vous aurez constaté que presque toutes les victimes sont civiles. C'est parce que les renseignements étaient déjà obtenus grâce aux drones des FAMA. Donc il y a eu des prévisions. Les FAMA se sont mis en alerte maximale depuis la nuit et ils ont neutralisé les cibles. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les camps n'ont pas été touchés par... Du tout. Parce qu'ils ont été vite, comment dirais-je, vus par les drones et neutralisés à distance. Mais puisque c'était des engins explosifs qui étaient dans les véhicules et dans un camion citerne et qu'on avait mis une charge explosive énorme dans ces camions citernes et soudés en même temps. Et cela donc pour une destruction massive au niveau du camp et des équipements militaires et qui étaient à l'aéroport, etc. Mais ça a été neutralisé vite, donc c'est les souffles et les détonations qui ont causé énormément de victimes au niveau des civils. Mais pour le cas du crash de l'hélicoptère qui venait d'une opération, ça c'est peut-être un incident technique, peut-être, ou bien une manœuvre malveillante quelque part. Les enquêtes vont déterminer ça. Est-ce que vous savez de ce bilan qui s'en est résulté? Bon, visiblement, c'est les membres de l'équipage qui pourraient être les victimes. D'accord. Sinon, au niveau de... Vous mettez déjà votre information conditionnelle? Oui, c'est d'après mes informations, puisqu'on n'a pas, jusque-là, aucune information officielle n'est disponible. Mais d'après ce que j'ai appris, s'il y a victime, ça doit être peut-être les membres de l'équipage, pas au-delà. Monsieur Yadara, qu'est-ce que vous savez de ces deux événements qui se sont produits ce samedi? Ok, d'accord. Je m'associe à mes prédécesseurs pour présenter mes condoléances aux familles des disparus et que leur âme repose en paix. En fait, nous sommes dans un constat général d'augmentation ou d'augmentation exponentielle des attaques meurtrières. Wili Sébougou, Sira Korola, Nara Guiré, convoi de ravitaillement de Farabougou, Sévaré, Mourdia ce matin. Je crois qu'en quelques jours, l'espace de quelques jours, c'est quand même inquiétant. Et c'est bien qu'entre Nara et Guiré, les symboliques résident dans la disparition du chef de cabinet du président de la République, paix à son nom, ce qui est un signal très fort. Mais au demeurant, je fais deux constats. Le premier, à mon avis, de toutes ces attaques terroristes, il y a un peu la faillite des renseignements, tant au niveau de la sécurité militaire qu'au niveau de l'Agence nationale des renseignements. C'est vrai, nous sommes dans une guerre asymétrique et même les grandes puissances ont de la peine souvent à lutter contre les guerres asymétriques. Je l'ai dit souvent, ce n'est pas en injectant des milliards dans les armements qu'on va lutter contre une guerre asymétrique. Si c'était le cas, on n'allait pas attaquer le chef des Nations Unies. Si c'était le cas, on n'allait pas attaquer les différents métros à Moscou. Si c'était le cas, on n'allait pas attaquer les différents restaurants à Paris. Ce n'est pas souvent ça. Mais souvent, il faut donner la force au renseignement dans une guerre asymétrique. Et c'est là que résulte le résultat.
Sinon, ce n'est pas uniquement un injectant des milliards dans les armements qu'on pourra lutter contre une guerre asymétrique. Et généralement, la victoire contre une guerre asymétrique est déjà très difficile, même avec les puissances étrangères. Si c'était les armes qui luttaient contre une guerre asymétrique, les États-Unis, c'est la première puissance militaire, la Russie, c'est la deuxième puissance militaire, la France, peut-être la cinquième ou la sixième puissance militaire. Mais pourquoi les différentes puissances arrivent à résister contre les guerres asymétriques, c'est par la force de leur renseignement. FBI, CIA, KGB, Direction générale des renseignements militaires en France, même le Mossad en Israël, on le sait. Donc il faut faire beaucoup attention. Je l'ai dit depuis longtemps, depuis 2015, que la forme de la guerre a changé. Il faut s'appuyer sur les renseignements militaires. Aujourd'hui, moi, je suis un peu désolé qu'on envoie un spécialiste des renseignements militaires, un spécialiste de la guerre antiterroriste, qu'on l'envoie comme attaché militaire dans une ambassade aux États-Unis. Là, je suis vraiment écœuré par rapport à ça. Aujourd'hui, il faut des hommes qu'il faut à la place de qu'il faut. Je parle du colonel-major Lassana Doumbia. Le deuxième constat, c'est qu'en réalité, est-ce que l'effet d'achat des équipements militaires n'a pas fait en sorte que les terroristes ont changé de organisation? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut que l'armée puisse s'adapter à la nouvelle organisation de ces terroristes-là pour pouvoir contrer ces attaques terroristes-là. Okay. Et je crois que c'est ce que j'ai dit pour le moment. Vous voyez aussi une défaillance au niveau de la chaîne de renseignement? Bon, moi je ne dirais pas qu'il y a défaillance. Je pense que pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Certainement, il y a eu une maldonne quelque part. Mais moi, je ne vois pas, je ne peux pas tout de suite affirmer qu'il y a eu une défaillance au niveau des services de renseignement. Vous savez, les pays qu'il est en train de citer, il faut noter là également des soucis. Il n'y a pas de zone en sécurité. Il n'y en a pas. Dans tous les pays, chacun fait face. Mais aujourd'hui, le Mali, la façon dont le Mali est éprouvé, on aurait mis n'importe quel autre pays dans cette situation-là. Je pense que c'est qu'on est vraiment éprouvé. Et donc, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Il y a un certain temps, c'est qu'on apprenait, on notait le nombre de décès par centaines, etc. Mais aujourd'hui, c'est des situations, comme on voit, qui sont à la qui sont spontanées. Et donc, le tout militaire ne peut pas tout résoudre aussi. Donc, il faut qu'il y ait la coopération de la population civile. Et je pense que ça a beaucoup... Là, on peut saluer. Maintenant, les différents événements, quand on doit les analyser, oui. Chaque événement, de mon point de vue, a sa particularité. Donc, par exemple, si on prend la situation de Nara Guiré, où malheureusement le chef de cabinet du président de la transition a perdu la vie, la question qu'on va se poser, à quel niveau il y a eu une défaillance? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, c'est le littéraire... Sinon, on était en train de parler de l'événement qui s'est passé aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui, l'attaque de Sévaré. Bon, on ne peut pas... Vous savez, les terroristes, on ne voit leur intention que quand ils agissent. On n'a aucun appareil qui puisse permettre d'établir la mauvaise foi en voyant quelqu'un de busu. Donc ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on veut aussi prendre ce que vous dites, anticiper, est-ce que là aussi ça ne peut pas poser le problème contraire? C'est-à-dire, on ne va pas aussi s'en prendre à des victimes. Donc il faut qu'on fasse seulement attention. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, ce n'est pas le tout militaire qui va tout résoudre. Il faut aussi jouer sur la sensibilisation. Parce que quand on voit, je pense que les renseignements, vous avez un peu cité, décrié les renseignements militaires. Pour moi, ce n'est pas que les renseignements militaires. Il faut aussi du civil dans le sens où que puisse la population civile puisse aussi voir, indiquer la présence suspecte, donner des informations. Oui, mais ce n'est pas que militaire. Deux sont les renseignements d'ordre technique et les renseignements d'ordre juridique. Bon, maintenant, je suis d'accord parce que comme dans votre intervention, vous n'avez pas cité le cas de renseignement d'ordre technique, vous avez juste cité... Voilà. Donc, de mon point de vue, moi, je pense que ce n'est pas que ça, mais il faut encore, je suis d'accord qu'il faudrait davantage renforcer la façon de travailler. Il faudrait plutôt aussi s'adapter à ce qui se passe parce que quelque part, peut-être, le fait qu'on a acheté beaucoup d'armes aussi a fait que, comme l'a dit M. Nyang, ça fait que les terroristes ont changé donc aussi de mode opérandi. Il faudra que l'armée puisse s'adapter. C'est ce que j'ai dit dans mon deuxième constat. Comment vous expliquez déjà la récurrence de ces attaques? Bon, ça s'explique d'une manière simple, c'est qu'il n'y a pas de paix encore. Et tant qu'il n'y a pas de paix et qu'on est toujours en guerre, on utilise les moyens qu'on a à notre disposition. Parce qu'il faut remarquer que la plupart de ces attaques ne sont pas des attaques non plus à visage découvert. On parle effectivement d'engins explosifs et improvisés, notamment le cas de Sévaré. Mais on a eu, il n'y a pas très longtemps, des postes de péage qui ont été attaqués, un poste de sapeurs-pompiers, etc. Donc je pense qu'ils sont plus dans la recherche de symboles et ils veulent agir sur
et c'est normal, sur les sentiments et les émotions des premiers décideurs. Parce que forcément, il est sûr et certain que le président de la transition a été touché par la disparition de son ami. Donc est-ce que cela va avoir une incidence future sur les opérations militaires dans la zone, ou est-ce qu'elles seront faites quand même de manière coordonnée et réfléchie? Ça reste à voir, mais je pense qu'on peut prendre de la hauteur par rapport à ça, et que les autorités pourront faire la part des choses. Maintenant, quand vous regardez également, le tout n'est pas les renseignements et le tout n'est pas les armes. Quel que soit le pays dans le monde, lui-même, je pense que mon ami de Yelema l'a dit dans son intervention, il y a eu des cas en France, il y a eu des cas en Russie, il y a eu des cas aux États-Unis, pourtant ils ont d'excellents services de renseignement. Donc les renseignements ne permettent pas de parer à tout. Par contre, effectivement, il est nécessaire de les améliorer. Et dans le cas du Mali, je pense qu'au-delà des renseignements et des armes, il faut continuer à dialoguer. Si on veut arriver à une paix véritable, dans tous les cas de figure, à un moment donné, il faudra qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on regarde quelles sont les solutions à long terme pour que cela ne se reproduise plus et qu'on soit dans un environnement un peu plus sain et un peu plus calme. Aujourd'hui, les attaques de ce type-là ne sont pas forcément des attaques désespérées, même si on peut peut-être même les voir comme ça. Ce sont des attaques qui ont pour vocation principalement d'atteindre des symboles, d'atteindre les émotions, et par la suite, il ne faut pas que l'État dans sa réaction soit disproportionné. Il faut que l'État puisse mesurer et qu'on ne se retrouve pas avec des victimes civiles par la suite, parce que dans ces zones-là, il faut rappeler qu'il y a des personnes qui sont terroristes le jour, qui sont civiles la nuit, et vice-versa, des gens qui sont civils le jour et terroristes la nuit. D'accord. Il faudra faire très attention. Nyang, les plus exigeants des Maliens essaient de faire un parallèle entre les nouvelles acquisitions de matériel militaire et la récurrence de ces attaques contre les femmes. Est-ce qu'il y a lieu de faire ce parallèle? Oui, en quelque sorte, parce que c'est l'armée de l'air qui était visée. On sait que les moyens aériens fraîchement obtenus par les FAMA ont beaucoup contribué à l'affaiblissement des groupes terroristes. Donc s'ils parvenaient quand même à détruire ces engins militaires, et ça pouvait quand même leur offrir un peu de répit. Mais moi j'ai entendu pas mal de choses qui sont en quelque sorte une injustice faite aux hommes qui se sont vaillamment battus aujourd'hui. L'armée et le personnel militaire de Sévaré doit être décoré vu l'exploit qui a été accompli aujourd'hui. On a parlé de défaillance des renseignements, mon ami Yatara. Ce n'est pas du tout le cas. Si les renseignements avaient été défaillants, on parlerait autrement sur cette table aujourd'hui. Parce que, dites-moi, une seule cible que ces assaillants ont pu atteindre ce matin à Sévaré. Il n'y en a pas. Ils n'ont même pas pu approcher les endroits visés. Dès l'instant qu'il y a eu des morts et des blessés, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire une analyse sur les conséquences liées à l'attaque? Il y a eu des conséquences, mais pas du fait de l'action de ces assaillants. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils avaient des véhicules chargés d'explosifs. Et ils avaient un camion citerne qui était bourré d'explosifs pour un anéantissement complet des emprises militaires qui étaient visées. Mais bien avant qu'ils n'approchent, les drones avaient déjà détecté. Et les drones d'attaque sont entrés en action pour les détruire. On a vu les images. Mais c'est l'endroit où ils ont été détruits, c'est ce qui a créé un problème. Parce qu'il y avait des bus garés à côté, et comment dirais-je, entre le cimetière et l'aéroport, il y a des véhicules même qui ont explosé bien avant qu'ils arrivent même à l'endroit qui était plutôt ciblé. Et il y avait des maisons à côté. Donc c'est cette déflagration et le souffle qui a créé tous ces dégâts au niveau des populations. Sinon, ils n'ont même pas pu attaquer. D'accord. Donc tout de suite, l'armée a engagé des combats avec eux. Ils ont pris la tangente. Les Donzos ont pris certains dans leur retraite pour les décapiter purement et simplement. Donc il ne faut pas que les gens fassent comme si ces gens-là étaient allés commettre quoi que ce soit. C'est faux, c'est complètement faux.
c'est l'effet des bombardements qui a créé ces problèmes au niveau des populations civiles. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu atteindre les emprises militaires, ils n'ont pas pu atteindre le personnel militaire. C'est quand ils ont été bombardés que la décharge a pu créer des dégâts, ça et là. Donc il faut vraiment que les gens mettent les choses dans leur contexte et expliquer les choses telles qu'elles se sont déroulées. On parle d'un déficit d'adaptation de nos troupes. Mais on fait comme si ces terroristes ont une posture immuable. Ils changent de posture fréquemment. Chaque fois qu'ils ont des difficultés, à chaque fois que l'armée a de nouvelles acquisitions, ils s'adaptent et ils trouvent un autre moyen pour contourner afin de puisse porter des coups. C'est ce qu'ils font. Et donc, ce n'est pas un changement quand même de posture en un seul jour. C'est continuel et c'est évolutif. Donc, il faut que les gens précisent les choses. C'est une question de défense qui est différente de tous les autres domaines. D'accord. Pour sortir de ce sujet. Pour sortir de ce sujet, juste pour rebondir sur la conclusion de mon frère Niang, je dirais que dans une guerre asymétrique ou même dans une guerre conventionnelle, il y a deux effets. Il y a des effets directs et les effets collatéraux. Que les civils meurent, c'est les effets collatéraux d'une guerre. Et qu'il y ait 6 attaques en 10 jours, c'est une différence des renseignements, forcément. Et comment ces camions ont pu pénétrer jusqu'en ville, dans la ville de Sévaré, c'est une différence des renseignements, je regrette. Je salue la bravoure de nos soldats, je salue l'acquisition de ces armes-là, mais je dis tout simplement, il faut renforcer les renseignements. Un militaire ne vaut que par les renseignements qu'on lui donne. Et c'est ça le plus important. Et on le dit très souvent, la transmission, c'est le nerf de la guerre. Donc forcément, il faut aller vers le renforcement de nos services de renseignement et de nos services de sécurité, le renforcement de la sécurité militaire et aussi le renforcement de l'Agence nationale de la sécurité militaire. Le chef de cabinet du président de la transition, Assimi Goïta, a péri il y a quelques jours dans une embuscade vers la zone de Nara. Ces obsèques ont eu lieu ce jeudi, M. Soumano, à Kati. Comment le chef de cabinet du président de la transition est mort? Alors, je ne sais pas dans le secret, je ne sais pas comment il est mort, mais je déplore déjà les circonstances dans lesquelles c'est intervenu. Je profite pour déjà présenter au président et à l'ensemble de ses frères d'armes la perte d'un collaborateur aussi proche, parce qu'un chef de cabinet, c'est vraiment quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est sûr que certainement le président est éprouvé, et donc on compatit à cela. Maintenant, la question, ça doit interpeller, parce que quelqu'un l'a dit, dans la guerre asymétrique, c'est pour faire des symboles. Quand on fait des attaques, c'est pour faire des symboles. Et aujourd'hui, la question que je me pose, comment on est parvenu à connaître l'itinéraire, parce que pour pouvoir planifier, il faut connaître l'itinéraire. Donc cela est évident. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'interne, ou alors est-ce que en tout cas ceux qui ont les personnes, les individus qui ont fait cela avaient des informations à travers, en tout cas je ne sais pas, canal X ou Y, ils ont pu planifier leur forfait. Et en tous les cas, ça doit interpeller. Donc quelque part, je pourrais m'associer à la recommandation faite par le frère Yatara de renforcer les renseignements. Et aujourd'hui aussi, c'est le genre de mission qu'il faudrait éviter en tant que faire que peu, que l'itinéraire puisse fuiter. Parce que quand on a un collaborateur proche d'un président de la transition qui se trouve dans une mission, on ne doit pas, de mon point de vue, faire de telle sorte que, en tout cas, je ne dirais pas que c'est ça, mais je dis, à l'avenir, il faudrait éviter que nous ne sachions même pas l'itinéraire. Parce que quand on ne connaît pas l'itinéraire, on ne pourra pas faire des forfaits. Et si on voit, vous avez vu, il y a eu 2 embuscades, d'après les explications. Il y a une première embuscade dans laquelle ils sont tombés, et il faut saluer aussi la bravoure de regretter défunt, parce que d'après les informations qu'on a reçues, il a réellement résisté, il a même tué 3 ou 4 assaillants, et ça veut dire que c'est vraiment un militaire qui est... Y a-t-il eu des survivants? Je n'ai pas cette information, mais en tous les cas, on a vu dans le communiqué officiel qu'il y a eu un porté disparu. Je ne sais pas s'il a encore été retrouvé, mais en tous les cas, c'est pour interpeller, pour dire désormais, quand il y a des missions de ce genre, parce que ça n'avait rien de guerre, c'était une délégation qui partait faire une prospection pour véritablement donner corps encore aux œuvres sociales du président. Donc, de mon point de vue, je pense qu'on doit encore une fois tamiser, fermer le robinet à ce qu'il n'y ait pas d'informations, qu'il n'y ait pas de fuite, et que s'il y a des missions du genre sorte, qu'on ne puisse même pas savoir que la mission soit sortie. C'est un peu le constat que je fais. Encore une fois, je présente mes condoléances aux parents de ceux qui sont décédés. Je sais, on a vu une sorte de cacophonie autour de l'annonce même de cette information. Déjà, qu'est-ce que vous savez de les circonstances de la mort du chef de cabinet du président de la transition?
on va lui présenter nos condoléances et rappeler qu'il n'était pas seul non plus, qu'il y a apparemment, normalement 3 autres personnes avec lui qui ont perdu également la vie. Donc on présente aussi à leur famille nos condoléances les plus sincères, que Dieu ait leur âme et qu'il leur apporte le repos. Maintenant, des informations que moi j'ai eues, il y avait 8 personnes dans la délégation. Il n'y avait pas de convoi militaire pour les protéger parce que comme c'est une mission entre guillemets humanitaire, bon, on n'a pas forcément estimé nécessaire de le faire accompagner par des forces armées, même si dans la délégation, ils étaient quand même armés à minima. Il faut rappeler également que le chef de cabinet qui avait comme surnom Douglas est quelqu'un qui a fait les armes avec le président de la transition depuis sous Ibeka. Donc c'est l'une des rares personnes qui était un partenaire d'armes à lui. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense qu'il doit être très atteint par cette disparition, mais pas que. On parle de Moussa Keïta qui était le chef du garage au niveau de la présidence. En tout cas, je n'ai pas l'appellation exacte, mais en gros celui qui s'occupe du parking à véhicules, qui a également porté disparu. Chef de sécurité, hein? Voilà, chef de sécurité qui est porté disparu, on ne sait pas exactement où il est. Oui. Bon, donc il y a tous ces éléments-là qui ont été communiqués. Maintenant, est-ce que dans ce type de mission, effectivement, dorénavant, il faut prévoir peut-être des troupes? Je pense que oui, parce qu'il y a aussi l'opérateur économique qui était en charge de mettre en place ces forages-là. Je pense à un certain Moussa Touré, oui, qui a perdu également la vie. Bon, on va dire qu'ils ont perdu la vie quelque part pour le Mali, même pas quelque part, ils ont perdu la vie pour le Mali. Ils ont été décorés à titre posthume, comme chevaliers de l'ordre. Donc ça, c'est aussi une reconnaissance au niveau de l'État. Mais il faut que, dorénavant, comme je le dis, ce type de mission-là puisse être peut-être accompagné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les arrêter forcément du jour au lendemain, parce que c'est quelque chose dont on a besoin. C'est une mission humanitaire. Les sachants et les savants du droit humanitaire au niveau international et les organisations internationales sont interpellés également, parce que c'est contre ce genre de choses qu'ils luttent, eux, y compris l'attaque de convois humanitaires, parce que c'était un convoi humanitaire. Et bon, encore une fois, est-ce que c'est parce qu'ils les ont vus, ils ont compris que c'était une délégation, ils les ont embusqués, ou est-ce que c'est quelque chose qui était savamment préparé bien avant leur départ? Ça, c'est des informations qu'aujourd'hui, on n'a pas encore. D'accord. On verra avec le temps ce qui va nous revenir, mais toujours est-il que c'est déplorable, c'est lâche, moi je dirais même que c'est lâche, et bon, espérons que dans le futur, cela ne se reproduise, en tout cas pas sur ce type de mission-là. Abdoul Niang, est-ce que vous savez quelque chose que tout le monde ne sait pas sur les circonstances de cette embuscade? Oui, bon, il y a plus de questions que de réponses. Oui. Parce que qui sont réellement les assaillants? Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut poser. À ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de revendication de cette attaque. Or, quand même, l'attaque a une forte symbolique pour les groupes terroristes. Donc, on va attendre dans les jours à venir s'il y aura une revendication. En tout cas, si c'est santé, il y a quand même là un motif de s'en glorifier et de quand même faire des déclarations de propagande là-dessus. Mais à ma connaissance, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de communiqué ou de messages de revendication venant des groupes terroristes qu'on connaît. Peut-être que ça va venir. Deuxième question qui me semble importante, ça c'est en réalité le trajet même emprunté par ces personnalités. Ce ne sont pas n'importe qui. Bon, est-ce que les assaillants étaient informés de la présence du chef de cabinet dans le convoi? Là est une question. Oui. Tout porte à croire qu'il le savait. Et c'est son âme même qui était visée parce que
il aurait pu tenter de stopper le convoi pour les prendre vivants comme otages. Mais en lieu et place, ils ont préféré tirer sur les véhicules pour les abattre. C'est d'ailleurs ce qui a créé tous ces problèmes. Ça veut dire que l'intention était réellement de les tuer, de les éliminer physiquement. Alors, la principale question à ce niveau, pourquoi ils n'ont pas jugé utile de demander une mission d'escorte? Parce que la zone est une zone de défense. Les victimes, hein? Oui, bien sûr. C'est une zone de défense. Nara est une zone de défense. Les instructeurs russes sont déployés là-bas. Un bataillon de l'opération Kalatiki, je pense, est déployé dans la zone qui patrouille en permanence. Pourquoi aucune autorité n'était informée de ce déplacement? Ça, c'est une question fondamentale. Et également, pourquoi les intéressés même n'ont pas demandé une escorte? Ça aussi, c'est une question importante qu'il faut chercher à comprendre à ce niveau. Voilà pourquoi c'est très difficile à ce stade d'opiner sur cet incident. En tout cas, nous ne pouvons que prier pour le repos éternel de toutes ces victimes. Mais moi, je pense qu'il y a eu un peu de négligence ou il y a eu un peu de sous-estimation du risque. Donc, il faudra que les autorités corrigent ça pour qu'on puisse vraiment éviter un incident regrettable comme ça. Abdallah, vous avez une lecture particulière? Oui, en fait, comme je l'ai dit dans mon introduction, le symbolique de l'attaque Nara qui réside dans la disparition du chef de cabinet du président de la transition, c'est qui est vraiment un symbole. Mais au-delà de ça, pour M. Nyang, effectivement, il y a eu un communiqué de la part de Hakimi Jim à travers la Katiba Massina, 4 morts et 7 prisonniers. 4 morts et 7 prisonniers. Donc l'attaque a bien été revendiquée. Ça a été bien revendiqué. J'ai lu ce matin, ça a été bien revendiqué. Ce matin, ça a été bien revendiqué. Et même, ils ont en même temps revendiqué aussi pour l'attaque Sokolo-Farabou. Ils ont revendiqué les deux ensemble. Et en faisant le bilan, les deux aussi. Mais j'ai retenu pour Nara Guiré 4 morts et 7 prisonniers. Donc, en fait, il a dit, je le rejoins sur ce point-là, et toutes les groupes nationales, en partage de Bamako, sont à risque aujourd'hui. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il faut prendre le maximum d'escorte. Aujourd'hui, un chef de cabinet de la présidence de la transition n'est pas n'importe qui. Il aurait pu se déplacer en hélicoptère, l'autre convoi aurait dû partir par voie terrestre, mais lui aurait dû quand même se déplacer par voie aérienne. Les hélicos sont là pour ça. Et je crois qu'aussi, ils ont choisi une heure, 17h, 18h, sur une route aussi fréquentée, comme une sur route aussi à risque comme ça. Ils ont vraiment pris le risque. Je crois qu'à partir d'une certaine heure comme ça, il faut éviter d'emprunter ces routes-là. Et je crois que, comme l'a dit Nyang, je suis parfois d'accord avec lui, il a trouvé une négligence par rapport à ça. Bon, mais dans la pour la bénichie dans le rodo. Mais en réalité, il a trouvé une négligence par rapport à ça. D'accord. Déjà, on a vu trop de communiqués dissonants autour de l'annonce même de cette attaque. Oui, là, c'est... Bon, déjà, ça, c'est important. On peut analyser, on peut bien opiner là-dessus. Vous savez, la gestion de l'information relève d'un domaine assez professionnel, technique. C'est pas comme ça. Il y a deux tendances. Si on voit, il y a des gens qui mettent pour le buzz. Il y a beaucoup, malheureusement, ça c'est déplorable, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément des journalistes, qui ne savent pas que l'information elle est sensible, et la traiter ou la mettre à disposition de la population doit faire l'objet d'une grande analyse. Sinon, il s'agit de même des communiqués officiels. Hein? Avant ça d'abord, c'est-à-dire, je dis, il y a eu d'abord on a vu un faux document, un communiqué qui était faux. Qui était attribué au ministère de la Sécurité. Donc déjà, le premier, c'est que l'authenticité de ce document a été mise en cause. Ouais. Et donc, ça veut dire que qui a voulu faire cela? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que les gens fassent extrêmement attention. Et de mon point de vue, quand il y a une information comme ça, c'est une information très sensible. Donc peut-être que les autorités étaient en train de réfléchir quelle était la meilleure formule qu'il fallait emprunter pour pouvoir justement donner l'information. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de cafouillage. Et ce que j'ai dit, c'est que la communication de crise, la communication sensible, relève véritablement des domaines des professionnels. Donc n'importe qui ne doit pas s'aviser à le faire. C'est pour cela aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on tire des leçons de cela et que désormais, il y a comme je l'ai dit, il y aura toujours des personnes mal intentionnées
qui n'attendent qu'il y ait des défaillances pour pouvoir véritablement se réjouir, en brandissant leur trophée de guerre. Mais au-delà de tout, il faut qu'en tant que Maliens, nous tous, on puisse jouer à ce que l'information soit la bonne et qu'on puisse donner la bonne information dans le sens de ne pas vouloir montrer que tel parti est faible ou tel autre n'est pas faible, mais que véritablement ça soit dans le sens d'informer, donner la bonne information. C'est ça qui, de mon point de vue, qui est assez important. Mais ce qui est arrivé, c'est déplorable, mais il faudrait qu'à l'avenir, on ne puisse pas revenir sur ce genre d'informations. C'est la gestion de l'information. Ce dossier aussi a été largement commenté. C'est le DAF de la présidence qui annonce la mort, alors qu'à un certain niveau, on essayait même de dissimuler la mort même du SECAB. Merci. Je pense que le DAF de la présidence, le colonel Tunkara, qui d'ailleurs est intervenu également lors des obsèques, on a senti qu'il était personnellement aussi touché, oui, comme le président. Et je ne pense pas que, justement, vu les liens, indépendamment des liens professionnels et de frères d'armes qu'il y a entre eux, on aurait pris sciemment le risque d'envoyer le chef de cabinet justement dans une zone à risque. Je pense qu'il faudra que des enquêtes soient menées. Il faudra savoir également quand est-ce que cette installation a été sollicitée. Est-ce que la demande a été précipitée en disant il faut venir maintenant? Dans quel cas, qui l'a fait et pourquoi ça a été fait et à quel dessein? Et ensuite, il y a quelque chose de très important qui est à noter, c'est que lorsque vous parlez de la Katiba Massina, qui apparemment a revendiqué, même si de prime abord c'est à eux qu'on pensait et qui sont rattachés à la GESIM, c'est aussi un traitement politique. C'est-à-dire que la Katiba Massina aujourd'hui, s'il y a des bandits ou des coupeurs de route qui arrivent à faire ce genre de choses, mais ça m'étonnerait qu'ils y arrivent seuls, rien ne les empêche après d'aller se confier à la Katiba Massina. Ça après on verra ce qu'il en est, l'histoire nous dira. Mais concernant les communiqués eux-mêmes, oui, je pense que le DAF a pris ses responsabilités. Oui. Le communiqué qui est sorti avant, faussement attribué au ministère de la Sécurité. C'est pour ça On a vu aussi celui de la DIRPA. Celui de la DIRPA également. Bon, celui de la DIRPA, je ne pense pas que ce soit un faux communiqué. Je pense qu'il était plutôt incomplet. Oui. Il n'était pas exact parce qu'ils n'avaient pas toutes les informations. Mais ils voulaient, je pense, informer le plus rapidement possible et au mieux les populations, même si ce n'était pas très clair. Mais je dis que le communiqué faussement attribué au ministère de la Sécurité, pourquoi il sort également, c'est que quelque part, il y a une volonté que l'information soit publique. C'est une manière de dire que vous communiquiez dessus ou pas, une fois qu'on va agir comme ça, ben, l'État sera obligé de redresser. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voulait qu'il soit, et de toute manière, tôt ou tard, on l'aurait su, mais qu'on voulait le plus rapidement possible faire savoir à la population. Donc, qui est derrière? Katiba Massina, oui, peut-être, mais il y a aussi des forces peut-être politiques. Ce n'est pas forcément que des forces terroristes, parce que dans leur modus operandi, pour l'instant, on ne les a pas vus élaborer des faux communiqués et les poster ou sur les réseaux ou sur les zones, pour l'instant. En tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. Donc, il faudra peut-être enquêter un peu sur tout ça. Toujours est-il que c'est déplorable. Et comme je le rappelle, le chef de cabinet n'était pas seul. Il faut également avoir une pensée pour les âmes de tous ces disparus-là et prier que ça ne se reproduise plus et prendre les mesures adéquates et idoines au plus haut niveau de l'État. Dans l'annonce même de cette information, on a vu le communiqué de la DIRPA qui annonçait la mort des opérateurs économiques, des agents de forage, alors qu'il y avait quand même le chef de cabinet du président de la transition. Oui, il faut reconnaître que l'armée, c'est la voie de la grande miette. Pour ce genre d'annonce, ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. C'est une question sensible. Voilà pourquoi il fallait entretenir le flou autour de la question et attendre le moment opportun et les voies autorisées pour pouvoir annoncer cette triste nouvelle. Je crois que c'est le rôle que DIRPA a joué. C'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait responsable. Donc la mort d'une personnalité de ces rangs n'est pas annoncé comme s'il s'agissait d'un simple citoyen ordinaire, parce qu'il y a trop d'implications
dans des genres de situations qu'il faut étudier afin de prévenir toute surprise fâcheuse. Voilà. C'est finalement par communiqué interposé que le ministre Mamadou Kassogué et les magistrats Chérif Koné et Dramane Diarra ont décidé d'expliquer à l'opinion nationale le bien fondé de leur posture. En attendant le règlement de ces différends, les Maliens se donnent à cœur joie à donner leur avis sur les différents communiqués produits ça et là. Monsieur Soumano, votre lecture sur ce jeu de pierre entre magistrats? Alors, moi, je suis déjà très mal à l'aise. Mal à l'aise. Pas peur quand même. Non, mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que, vous savez, souvent on dit l'armée c'est la grande miette. Pour moi également, de mon point de vue. La magistrature c'est la grande réserve. Voilà, de mon point de vue. Et ces échanges, très franchement, c'est. Bon. Moi, j'en appelle seulement qu'il y ait une entente, qu'on se comprenne, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Quand on lit les communiqués, il y a des interprétations. Et les juges sont dans leur rôle, parce que les juges aussi, ils interprètent les textes de mon point de vue. Mais cette situation, très franchement, moi, je suis mal à l'aise. Et je préfère même ne pas commenter, quoi. Je suis vraiment mal à l'aise. Il a perdu sa verve, peut-être par peur de commenter. Oui, il faut parler. Certainement. Vous êtes aussi mal à l'aise? Mal à l'aise, mais j'ai un avis. Allez-y. J'ai un avis parce que, comme il l'a dit un peu dans ses propos, c'est la même famille. Et il faut rappeler que les magistrats sont des fonctionnaires. Ils travaillent pour l'État, ils sont payés par l'État. Oui. Bon, par nos impôts aussi. Je ne pas qu'ils ont un droit d'expression, ils ont une liberté de pensée, de regroupement, d'opinion consacrée par la Constitution, comme Chérif l'a dit d'ailleurs dans son communiqué. Mais cela n'empêche également que, comme le ministre l'a dit également dans son communiqué, ils ont des droits de réserve. Et parmi ces droits-là, effectivement, lorsqu'on prend la loi 02-54 portant statut de la magistrature, il y a possibilité pour l'inspecteur en charge et chef de service judiciaire de pouvoir, lorsqu'il s'agit d'une infraction, pas une infraction, mais en tout cas d'une sanction de premier degré, de directement s'adresser aux concernés. Contrairement peut-être à ce que j'ai lu dans le communiqué de M. Chérif, c'est une possibilité qui est donnée par la loi. Je vais vous lire l'article tout à l'heure. Mais on a également le fait que toute activité politique et toute délibération politique est interdite pour un magistrat. Et ça, c'est dit dans le code de déontologie également, qui est aussi annexé au code à la loi portant statut de la magistrature. Et lorsqu'on regarde cette disposition... Monsieur, c'est le fait d'appartenir à l'appel du 20 février, est-il une activité politique? Justement, j'arrive. C'est ça, en fait, c'est ce qui est sensible dans cette histoire. Parce que ils ont la liberté de se syndiquer. Ils ont la liberté d'être dans des associations et dans des groupements. Et ils ont la liberté d'exprimer leurs opinions si cela ne concerne pas, bien sûr, des affaires qui sont devant la justice. Ça, par contre, ça, c'est quelque chose qui est clairement défini. Bon, maintenant, est-ce que cette liberté d'association et d'expression est à mettre sur le compte d'une liberté et d'une action politique? C'est là où il y a tout le débat. Oui. Parce que l'implication politique est strictement interdite. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je vais vous lire par exemple l'article 19 qui dit « Toute activité ou toute délibération politique est interdite aux magistrats ». L'article 20 nous dit « Le magistrat doit s'abstenir d'adhérer à des partis politiques, de procéder aux remises politiques, de participer publiquement aux débats politiques, sauf sur les questions concernant directement le fonctionnement des tribunaux, l'indépendance de la magistrature ou des éléments fondamentaux de l'administration de la justice. » Donc, c'est quelque chose qui est clair. Maintenant, est-ce que l'appel du 20 février, parce que Chérif dit que c'est un appel de la société civile, dans quel cas, si ce n'est pas politique, la loi le permet, mais est-ce que cette société civile est dans une posture politique ou est-ce que c'est un parti politique au stricto sensu? Ce n'est pas un parti politique stricto sensu. Mais lato sensu, est-ce que, encore une fois, cette société civile peut être considérée
comme une structure politique, sur certains aspects, oui, parce qu'ils répondent à des questions purement et hautement politiques. Donc je pense qu'il faudra trouver la bonne mesure. Après, c'est d'une question de peut-être même entre techniciens, mais il faudra voir quel peut être le bon équilibre pour peut-être sortir de cette situation-là sans qu'il y ait trop de vagues. On va vous revenir. On va vous revenir. On va vous revenir. Monsieur Niang, s'il vous plaît, Chérif Ouédraogo, pour avoir refusé de déférer à la convocation de l'inspection de la justice, le ministre a autorisé, si vous voulez, le procureur général de les poursuivre, peut-être pour opposition à l'autorité légitime. Votre commentaire? Oui, je crois que les deux magistrats sont visés par deux procédures. Oui. Une procédure disciplinaire et une procédure pénale. La procédure disciplinaire au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, là, ils peuvent risquer jusqu'à la radiation. La procédure pénale peut conduire, en tout cas le procureur général, à ouvrir les voies de poursuite qui risquent de les conduire en prison. Donc voilà ce qu'il est en cours comme risque. Oui. Surtout le pouvoir est dans une logique d'exercer en tout cas son pouvoir sur tous les secteurs, y compris sur la justice. Il faudra tenir compte d'une lettre circulaire du ministre de la Justice qui interdisait les magistrats toute prise de parole publique et non autorisée. Donc, c'est ce qui a été violé. Et donc, toutes ces convocations au niveau de l'inspection sont parties de là. Parce que le ministre, en réalité, avait averti. Il avait mis en garde tous les magistrats contre toute forme de prise de parole publique non autorisée. Donc, cela a été violé. Et également, ce que le barreau appelle confusion de genre, que les magistrats participent au combat politique ou bien politicien en cours, l'appel du 20 février, qui est farouchement contre le processus d'élaboration des nouvelles constitutions. Mais il y a un précédent, c'est-à-dire en 2017, lors de la contestation liée à la révision constitutionnelle Ante-Abana, les magistrats, les syndicats des magistrats étaient même... Ils n'étaient pas en première ligne. Hein? Ils n'étaient pas, qu'ils soient en première ligne ou pas, ils étaient quand même dedans. Donc ça ne sauve Sauf que dans les cas d'espèce, le statut du coordinateur de shérif a été relevé par le ministre. Le statut, peu importe les statuts, si c'est mauvais, c'est mauvais. Donc qu'on soit en première ligne ou bien qu'on soit à la dernière ligne, on est quand même en train sur la ligne. En tout cas, on est dedans. Oui. L'essentiel, c'est d'être dedans, mais peu importe la position qu'on occupe, mais on est quand ils sont dedans. Oui. Mais ils étaient dans la contestation Ante-Abana, les magistrats étaient dedans, les syndicats étaient dedans. Certains sont en train d'en faire une histoire alors qu'eux-mêmes ils étaient dedans. Moi, autre mers aussi. Moi, je n'aime pas les doubles standards. Oui. Moi, si ça doit être condamné, il faut condamner chez tout le monde. Mais il ne faut pas les demi-mesures. C'est vrai, c'est très mauvais que les magistrats s'associent à des groupes politiques parce que toutes ces agitations aujourd'hui, de l'appel du 20 février et autres, ce n'est autre qu'une tentative de déstabilisation. Ça, c'est clair. Ça ne souffre pas d'équivoque. Donc, si les magistrats se retrouvent dans ça, c'est vraiment dommage. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je me rappelle, les magistrats avaient même dit dans la maison de la presse, ceux qui dénigraient les institutions, ils les encourageaient à le faire, si jamais les pouvoirs les arrêtent, que ça finit à la justice, qu'ils vont les libérer, tout simplement. Donc, ils ont poussé ces gens à s'en prendre aux institutions, à s'en prendre à d'autres citoyens, et ça est devenu autre chose. Bon, si on voit les mêmes personnes dire certaines choses, c'est choquant. Il faut condamner, en tout cas, mettre fin à ce genre de pratiques, parce que ce n'est pas du tout bien que les syndicats s'en mêlent au combat politique. En attendant que M. Soumano retrouve son courage, votre lecture. En fait, c'est un peu la beauté du droit. Et c'est pour cela qu'on dit généralement que le droit est élastique. On prend un même article,
autant le procureur l'interprète à sa manière, à sa façon, à sa faveur, autant l'avocat aussi l'interprète à sa faveur. Pourtant, c'est le même article, c'est le même concept. C'est de ça qu'on est en train d'assister. Exactement, c'est ça qu'on est en train d'assister. C'est pour ça qu'il y a une différence de lecture par rapport à ce sujet-là. Pour la référence syndicale des magistrats par Chérif Kone Aidara, pour eux, la Constitution du 25 février 1992 reconnaît le droit de l'association à tout citoyen, pourvu que l'objectif de l'association ne soit pas licite ou contraire à la loi. Ils vont plus loin par rapport à la qualité de l'inspection de la justice. Ils disent que la compétence de l'inspection s'exerce sur les services judiciaires et d'autres services relevant du ministère de la Justice et non sur les individus. Voilà. Mais pour le ministre de la Justice, c'est très clair. Il dit que les sorties médiatiques sur les réseaux sociaux et dans la presse sont contraires aux principes d'éthique et de déontologie auxquels ils sont astreints, tels qu'ils résultent de la loi numéro 02054 du 7 décembre 2002 modifiée portant statut de la magistrature. Vous voyez qu'il y a une différence de lecture par rapport à ces problèmes-là. Mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que, je l'ai dit, il a un peu parlé à ce moment, mais j'avais dit... Il n'a même pas parlé. Hein? Voilà, je l'ai dit il y a une semaine dans mon poste qu'en réalité, autant l'armée est une grande miette, autant la justice doit aussi être une grande miette. Aujourd'hui, le socle de la démocratie, c'est la justice. Quand les citoyens lambda n'ont plus confiance à la justice, c'est la démocratie qui s'effondre. Et que je vois les magistrats s'adonner comme ça sur les réseaux sociaux, je crois que ça ne donne pas une bonne image. Et c'est pour ça que dans mon poste, j'ai interpellé le président de la transition, le premier magistrat, pour qu'il mette de l'ordre dans la maison. Parce que ça n'honore pas la magistrature, ça n'honore pas le peuple et ça n'honore pas non plus la démocratie. D'accord. Notre dernier tour de table, est-ce que ce dossier n'est pas finalement devenu une question d'ego de part et d'autre, hein? Bon, je pense que quand on regarde la leçon qu'on peut tirer, c'est pas que j'ai peur de parler, mais en général, j'ai pas tous les éléments parce que je vois souvent la question elle est politique, elle n'est pas politique, mais ce qu'on voit, quand j'ai entendu lire l'article 10, je pense, de la loi, c'est l'article 19, et quelque part on dit si l'indépendance de la magistrature est mise en cause, et quelque part on retrouve ça aussi, la justification justement du statut de coordinateur shérif, il se fonde sur ça en disant qu'il estime que avec la nouvelle constitution, il y a l'indépendance de la magistrature qui est mise en cause. Donc chacun y va de son interprétation. Et aujourd'hui, le juge, par excellence, il interprète les textes. Ouais. Chacun a son interprétation. C'est ça aussi qui est fait, comme on l'a dit, la beauté du texte. Mais c'est que moi, au-delà du tout, ça met tout le monde mal à l'aise. Nous, en tant que Maliens, c'est vrai, nous, on peut comprendre, mais quelqu'un qui n'est pas malien, qui regarde ça, qu'est-ce qu'il va penser? C'est surtout ça. C'est pour ça que je dis... ça me met mal à l'aise. C'est pas que j'ai peur de parler, mais c'est juste une invite à l'endroit des protagonistes de mettre par la terre. Est-ce qu'on peut régler tout ça dans la confidentialité? Est-ce que les équipes, les éléments, les réponses ne peuvent pas se faire sous le sceau de la confidentialité? Ça, pour moi, c'est ça qui pourrait peut-être véritablement régler ce problème. Parce que quand on va toujours s'écrire, envoyer et que ça va se retrouver sur les réseaux, d'après M. Yattara, c'est compliqué. Hein? Chacun aura son jugement. Nous, on ne peut pas empêcher les autres, les non-maliens, de penser autre chose de la justice malienne. Et ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on arrive à ça, de mon point de vue. Vous êtes juriste. Comment vous voyez la suite de ces dossiers en 30 secondes? Bon, comme j'avais commencé à le dire un peu plus tôt, en fait, le droit à être syndiqué est donné à tout le monde, y compris les magistrats. Et lorsqu'on parle d'un syndicat, on parle de revendications, on parle d'amélioration de conditions de travail, on parle d'un certain nombre de choses qui, lorsqu'on analyse au sens large, sont aussi des questions politiques, mais permises par la loi. Mais lorsqu'on parle d'adhésion politique aux partis politiques directement, là, effectivement, c'est prohibé. Maintenant, le curseur et le jeu consiste à, d'un côté, prouver qu'il ne s'agit pas de partis politiques ou d'engagement politique proprement dit, mais de questions qui effectivement peuvent concerner la fonction même et son indépendance, et de l'autre, à dire qu'il s'agit non seulement de questions politiques, purement politiques, qui peuvent porter même préjudice à la moralité et à la crédibilité des institutions et étatiques et judiciaires, et à ce moment-là, il faudra trouver la bonne manière et la bonne méthode. Mais les faits sont connus, les arguments des uns et des autres sont connus. Vous, en tant que juriste, comment vous voyez la suite même de ce dossier? Bon, c'est ce que je dis. La suite de ce dossier,
on ne sait quand pas le exactement... ministre autorise le procureur général à ouvrir peut-être une enquête pour des faits d'opposition à l'autorité légitime, par exemple. Ben, par exemple, sur ce point précis, je pense que la réponse de Chérif est claire et pertinente. Lorsqu'il dit qu'ils n'ont pas été convoqués, qu'ils ont été invités, et il demande de prouver à ceux qu'ils ont été convoqués, si effectivement il n'y a pas de convocation, il est difficile de dire qu'il y a une opposition à l'autorité légitime. Maintenant, tous ces éléments-là, nous ne les avons pas. Maintenant, moi, ce que je déplore personnellement, c'est qu'on se donne à quelque chose, on s'adonne à quelque chose qui, moi, me semble dangereux, qui consiste à mettre sur la place publique tous ces éléments-là et qui montent en escalade parce que justement, par contre, j'ai l'impression qu'on est en train d'en faire un traitement politique. À partir du moment où, et nous-mêmes on est en train d'en parler aujourd'hui parce que c'est disponible partout sur les réseaux, et Chérif est allé plus loin en disant que le ministre lui-même l'a également lui répondu sur les réseaux. On a vu Dra, qui au passage, ce n'est pas forcément lié, mais était un très proche et un intime ami au ministre actuel. On a vu le procureur Touré qui est intervenu. Donc ça fait beaucoup de choses. Et si on ne fait pas attention, la justice étant l'un des socles et une des choses qui permet de tenir, le pays va s'effondrer. Donc je pense qu'il faut réellement, ça n'a pas commencé qu'avec ce cas-là, il y a eu d'autres cas au précédent, qu'ils puissent s'asseoir, discuter, dire ce qui est de droit, bien évidemment, mais que ça se fasse dans un climat réfléchi, apaisé et intelligent, pour qu'on sorte de cette situation-là. Abdoul Niang, on a l'impression qu'un juriste à la tête du département de la justice son passage n'a jamais été un long fleuve tranquille au Mali. Je pense du passage de Maître Garba Tapo, de Konaté, de Maître Bachili. Aujourd'hui, c'est Mamadou Kassogué. Oui, sauf que les autres étaient des avocats. Oui. Kassogué était un magistrat. Diko n'a pas eu de problème avec les magistrats. Kassogué non plus n'a pas eu de problème avec les magistrats parce que, à ma connaissance, ils n'ont pas reçu sur leur table un avertissement pour aller en grève. Le ministre de la fonction publique n'a pas reçu de préavis de grève non plus en leur temps. Donc moi je pense que le problème se trouve ailleurs. Ça c'est le débat qui se pose est lié au processus de transition et non au fonctionnement de l'appareil judiciaire. Je pense que la question mérite d'être abordée avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'indulgence pour ne pas quand même conduire à autre chose. Parce que selon vous personnellement, comment vous voyez la suite? Il risque en tout cas d'être radié et même être en prison parce que ce que dit le ministre, si cette logique doit être suivie, il risque la radiation et la prison, ce qui va quand même être une erreur gravissime de la part de l'État, parce que si jamais on les radiait de l'effectif des magistrats, les institutions internationales pourraient les récupérer et les utiliser peut-être contre le pays, c'est pas à exclure quoi. D'accord. Yatara. Bon, en fait, moi j'ai dit qu'on n'a rien contre la justice. En réalité, comme on le dit à Yélaman, nous, c'est encourager quand c'est bien. C'est aussi alerter quand on dévie, critiquer ou combattre quand on dérive. C'est cela aussi le principe chez nous à Yélaman. Mais à l'actif du ministre de la Justice, quand même, il faut noter 21 actions à son actif depuis sa venue au niveau du ministère. Mais aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas trop entre lui et les autres magistrats dans certains domaines. Ça aussi, c'est une réalité. Et je crois que les réformes aussi, souvent, c'est un peu le résultat direct des réformes. Quand on fait des réformes, il faut s'attendre forcément à des oppositions. Et je crois qu'à ce niveau-là, vivement la nouvelle équipe du Conseil supérieur de la magistrature pour mettre de l'ordre un peu dans la maison. C'est sur ce constat de réserve suspecte de M. Soumano que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Abdoul Niang, journaliste chroniqueur, Abdallah Yatara du parti Yéléma, Chokmar Soumano, coordinateur du baromètre, Hassan Sey, juriste. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à toute cette population de Sévaré. Au revoir.